Vendredi 4 octobre, nous avons reçu Marion Brunet au collège Pierre-Emmanuel pour parler de ses livres, comme Frangine. La gueule du loup de Marion Brunet. L'été circulaire. Dans le désordre. L'ogre au pull rose griotte. Allez, bonjour. Déjà bonjour, oui. Est-ce que vous pourriez vous présenter en 5 mots? Juste avec 5 mots. Auteur, personnage, je vais me présenter sous l'aspect de mon travail. Personnage, narration, idée, aventure. Merci pour cette présentation en 5 mots. Alors on a, donc avec la classe et M. Vergne, on a travaillé sur l'incipit de 5 de vos livres. Donc la gueule du loup, j'en citais quelques-uns, gueule du loup, l'été circulaire, le gros pull rose griotte, puisque voilà, on les voit. Et on voulait savoir comment vous faites finalement pour choisir vos narrateurs. Parce qu'on a remarqué qu'ils étaient souvent omniscients et on voulait savoir comment vous faisiez pour choisir le narrateur, si c'était intentionnel qu'il soit omniscient à chaque fois. Alors oui, ça pour le coup c'est pensé. Alors des fois ça vient plus naturellement, ça s'impose comme une évidence. Après c'est réfléchi. Mon tout premier roman, donc c'est Frangine, que je vous avais là, j'ai choisi de l'écrire à la première personne du singulier. Donc le narrateur, il est plus qu'omniscient, puisque c'est lui vraiment qui raconte l'histoire. En revanche, il raconte l'histoire de sa sœur. Donc il y a un petit décalage, c'est-à-dire qu'il est le narrateur, mais l'héroïne de l'histoire, on pourrait dire que c'est Pauline, puisque c'est l'histoire de sa sœur qu'il raconte. D'où le titre d'ailleurs. On a la même chose, enfin quelque chose d'assez similaire avec le tout dernier, qui n'est pas là, mais c'est normal, il est sorti en septembre, donc c'est un peu frais, où c'est un jeune garçon qui raconte son enlèvement, c'est un western, par une hors-la-loi. Et en fait, le roman tourne autour de ce personnage de hors-la-loi, mais c'est lui qui raconte son aventure avec elle. J'aime bien cette idée du témoin, en fait, qui raconte. Dans l'ogre, alors là, on est pareil dans une narration directe. C'est Abdou qui raconte l'histoire, c'est le héros de l'histoire. Ça permettait une vraie... quand on utilise comme ça le héros narrateur un petit peu, ça permet une prise directe avec le lecteur. Dans l'ogre, Abdou, il s'adresse carrément au lecteur. Il dit « toi, lecteur », enfin bon, il y a vraiment une accroche directe. Et dans les autres, quand c'est un narrateur extérieur, les chapitres où je vais parler du personnage, il y a ce qu'on appelle une focalisation interne. C'est-à-dire qu'il y a j'écris à la troisième personne du singulier, mais on va retrouver une forme de vocable ou de pensée qui parle vraiment de ce qu'il y a dans la tête du personnage. Et j'aime beaucoup cette forme de narration-là, que j'utilise dans l'été circulaire, un petit peu dans la gueule du loup aussi, et dans le désordre. Où en plus il y a 7 personnages, et où selon les chapitres, il y a des petites nuances dans la narration selon de quel personnage je suis en train de parler. D'accord. On a remarqué aussi que vous affectionnez particulièrement les ambiances sombres, entre guillemets, les histoires un peu glauques, entre guillemets. Alors, oui, alors pour moi c'est pas glauque, hein, c'est des drames, c'est des histoires sombres, je suis d'accord. C'est pas forcément glauque. Alors si on peut trouver un petit peu du glauque dans la gueule du loup, plus que dans les autres. Mais moi j'aime beaucoup parler du réel. Et c'est vrai que j'écris pas trop du feel good. Tu vois, c'est pas. Sans prétention, je trouve que la littérature a un rôle quand même qui est de parler de certaines choses et parfois des choses dont on ne parle pas ou qui sont moins traitées ou mal traitées. Et du coup, ça m'intéresse d'aller plutôt dans ces endroits-là. Voilà, d'aller creuser dans ces endroits-là. Donc, mes personnages, c'est souvent un peu des parias, donc un peu des gens qui sont à la marge ou qui en tout cas n'ont pas fait les bons choix ou se retrouvent par rapport à la société dans laquelle ils vivent ou par rapport à tout un tas de choses vont se retrouver dans des fragilités et c'est ça qui m'intéresse. Donc ça va être plutôt des
Ouais, plutôt des drames, plutôt des situations complexes. Mais il n'y a pas que du noir et de la douleur, je trouve qu'il y a aussi de la lumière et des possibles dans mes personnages. Et je passe beaucoup par les personnages d'ailleurs pour exprimer tout ça, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus quand j'écris, c'est de créer des personnages vraiment suffisamment incarnés pour dire finalement mieux qu'une thèse, quoi. D'accord. Voilà. Et est-ce que dans la vraie vie, vous vous considérez comme quelqu'un de sombre ou c'est vraiment une image que vous donnez dans les livres? Alors c'est pas une image que je donne, c'est que non, moi je pense pas être quelqu'un de sombre, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, mais ça n'empêche pas le réalisme et la lucidité. Voilà, donc je pense que le monde et certains fonctionnements dans le monde me désespèrent profondément, mais que je choisis plutôt d'être en lutte. Voilà. Par rapport à vos livres en général, on a remarqué que c'était souvent des héros féminins. On voulait savoir si vous vous considériez, oui, comme un écrivain un écrivain féministe. Alors, moi personnellement, oui, je suis féministe, donc forcément, ça se ressent dans mes bouquins, à un endroit ou à un autre. Après, le choix d'utiliser des personnages féminins, c'est encore deux choses différentes, parce que j'ai pas que des personnages féminins, puisque justement, c'est rigolo, quand je prends la parole, je suis en train de me rendre compte en même temps que je vous le dis. Les 3 romans, enfin les 3, 4, 5 romans où je prends la parole pour le narrateur, donc les 3 ogres, Frangine et Sans foi ni loi, c'est des personnages masculins. Parce que c'est Abdou, Gareth, Joachim. Donc à chaque fois que je fais à la première personne du singulier, j'expérimente le tiens, qu'est-ce que c'est de raconter une histoire en étant du côté du masculin. Après, c'est vrai que j'ai quand même développé des personnages féminins beaucoup dans mes romans et qu'ils ont beaucoup d'importance. Il y a aussi une chose, c'est que quand j'avais votre âge, moi j'étais une grande lectrice, mais on n'avait pas beaucoup de littérature jeunesse ou ado, donc on lisait beaucoup les classiques, enfin les classiques aussi géniaux, hein, type L'île au trésor, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Jack London par exemple, il y en a certains qui connaissent. Jack London, ça vous parle? Non? Vous avez fait des références à ça dans un nouveau livre, La Gueule du Loup, je crois. C'est possible, enfin en tout cas voilà, tous ces bouquins-là, ou même Tom Sawyer, Huckleberry Finn, tout ça, c'était génial, sauf qu'il n'y a pas une nana dedans. Pas une. Donc ça veut dire qu'en tant que lectrice adolescente ou enfant, on pouvait que s'identifier à des personnages masculins, parce qu'il n'y avait pas de filles en fait. Ou alors les filles qui étaient là, ça allait être Becky, qui était la petite copine de Tom Sawyer, qui était une cruche intégrale. Voilà, non mais sincèrement, L'île au trésor, je crois qu'il n'y a pas une seule femme dans toute l'aventure, sauf la mère du héros qu'on voit au début dans l'auberge, et basta. Donc à un moment où je trouve que c'est un peu pénible, et que en écrivant, je me suis dit pas moyen d'entretenir ça, au contraire, on va développer, et puis je suis loin d'être la seule, parce qu'en littérature jeunesse actuellement et en young adulte, il y a énormément de personnages féminins différents, riches, intenses, et c'est un plaisir aussi de pouvoir vous amener ça aux lectrices, mais aussi aux lecteurs, parce que ça signifie que les filles, elles ont passé leur... nous, filles adolescentes, on est obligés de s'identifier tout le temps à des personnages masculins, ce qui est jouable, il n'y a pas de souci, quand c'est des histoires d'aventure, on s'en fout finalement que ce soit un garçon ou une fille. Mais là maintenant, les filles peuvent s'identifier à des personnages féminins, mais les gars aussi. Les gars, vous pouvez lire des bouquins où il va y avoir une aventure avec La Gueule du Loup, par exemple. C'est un bouquin qui peut s'adresser... pour moi, tous mes bouquins peuvent s'adresser autant à des filles que des garçons. Mais voilà, vous pouvez complètement vibrer en identification avec des personnages féminins sans problème. Si j'ai répondu à ta question. Oui, un peu. Oui, du coup, on s'était posé la question si vraiment vous mettez vos livres... au temps actuel, entre guillemets, pour attirer le jeune public, mais du coup... Alors, oui et non, c'est-à-dire que je pense au public, mais je suis pas sûre que quand j'écris, j'adapte mon écriture. Par exemple, vous voyez, là, celui-là, il est sorti en adulte chez Albin Michel, les autres, ils sont tous sortis en jeunesse.
Entre celui-ci et celui-là, en termes d'écriture, je vous défie de trouver qu'il y ait vraiment une différence radicale. Moi, je milite vraiment pour que ça puisse circuler entre le lectorat, c'est-à-dire qu'un lectorat adulte puisse aller lire celui-là en disant « Ah ouais, je peux m'éclater en lisant un bouquin en ligne adulte », et que vous, après avoir lu celui-là, vous disiez « Oh là là, mais celui-là, il peut peut-être m'intéresser aussi ». Voilà, donc à la fois je trouve que c'est intéressant d'écrire en jeunesse, mais aussi pour amener les uns et les autres sur un terrain qui n'est pas celui où il a l'habitude d'aller. Par rapport, là c'est... Oui, je vais plutôt prendre l'exemple sur l'été circulaire, parce que déjà, là c'est le livre sur lequel j'ai travaillé, et personnellement c'est un livre que j'ai continué à lire. On trouve beaucoup de références à l'océan, à la mer, à l'eau de manière générale. Je vais prendre un exemple du livre. Un chapitre, il me semble page 62, quelque chose comme ça, il s'appelle Moby Dick. Donc c'est quand même une référence au film. Et on trouve beaucoup de références probablement dans vos autres livres et dans celui-là, des références à la mer. Est-ce que c'est intentionnel ou c'est... Alors, je ne suis pas certaine que ce soit intentionnel. En revanche, en ce qui concerne Moby Dick, deux choses. C'est un chapitre où mon personnage écoute Led Zeppelin, qui est un groupe de rock plutôt jeune. Est-ce que certains d'entre vous connaissent ou pas? Moby Dick, c'est le titre d'un morceau de Led Zeppelin. Donc en fait, ce chapitre s'appelle comme ça parce que le personnage est en train d'écouter ce morceau. Donc ça n'est pas forcément en lien avec Moby Dick, la baleine blanche. Mais par ailleurs, il se trouve que j'ai aussi adoré le livre Moby Dick quand j'étais ado. Mais oui, je n'avais pas fait ce lien-là, mais moi j'ai un lien assez fort avec l'océan. J'aime énormément la Bretagne et les bords de mer un peu déchiquetés, tout ça. J'ai aussi aimé toute la littérature marine avec les pirates, les marins et tout quand j'étais plus jeune ou même encore aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, tout à fait. D'accord. Oui. Dans votre dernier roman, enfin l'avant-dernier du coup, L'été circulaire, on a eu deux explications. Est-ce que vous parlez... Bon, du coup, toi, tu as la réponse déjà, mais... Est-ce que vous faites référence parce que l'été est monotone, entre guillemets, il est répétitif, ou est-ce que vous avez pu penser à la scie circulaire? Je sais pas. Alors non, je n'ai pas pensé à la scie circulaire, et c'est vraiment l'idée d'une sorte de ritournelle, d'un truc qui tourne sur lui-même en fait, parce que c'est vrai que c'est un été où les filles, les deux personnages ont tendance à s'ennuyer, donc il y a un côté on tourne en rond. Il y a aussi un côté, le roman commence par une fête foraine, une scène de fête foraine, et le dernier chapitre, je ne voudrais pas spoiler, mais le dernier chapitre se passe l'année suivante dans la même fête foraine. Donc il y a quelque chose aussi de la circularité du temps et de l'année écoulée. Et la petite référence symbolique aussi au manège, puisqu'elles sont à un moment, elles montent dans un manège qui tourne au début dans cette fête foraine, et qui rejoint le côté symbolique de on tourne en rond quoi. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont un petit peu faites exprès par rapport à la question justement de qu'est-ce qu'on met dans un livre, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on met ou pas dans un livre. Là, il y avait quand même une volonté pour moi de bien marquer ce côté circulaire quoi, qu'on retrouve dans le titre. D'accord. Moi personnellement j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser pour l'instant. Et merci monsieur. En fait non, il m'en reste une. On a remarqué que dans certains de vos livres, vous avez mis des playlists vers les premières pages, et on trouve une ambiance très sombre au niveau des musiques. Par exemple, on trouve du Alain Bachung, Noir Désir, Nick Cage. Pourquoi, enfin pas pourquoi, est-ce que ces musiques, ça vous inspire finalement les histoires, les personnages, l'ambiance des livres? Oui, alors une petite précision, les playlists sont dans mes romans de la collection Exprime chez Sarbacane, et c'est la marque de fabrique de la collection. C'est-à-dire que tous les romans que vous trouverez dans cette collection, ceux qui sont écrits par d'autres auteurs, ont tous des playlists. Parce que c'est un peu le deal de départ, quand on écrit un Exprime, on fait une playlist avec. Après, sur le choix de la playlist, concrètement, c'est des musiques que j'adore, les exemples que tu viens de donner, voilà, c'est des musiques que j'aime.
Avec une petite spécificité, Bachung, par exemple, tu dis Bachung et Nick Cave, c'est des artistes que j'aime toujours, que j'ai toujours écouté et que j'écoute encore aujourd'hui. Noir Désir, la petite particularité, c'est que c'est un groupe qui m'a accompagné toute mon adolescence. C'est-à-dire que je pense que les premiers albums, je devais être en 3e. Et jusqu'à l'âge adulte, j'ai attendu la sortie de l'album. Et donc, je pense que chaque morceau de Noir Désir peut s'accompagner d'un souvenir de mon adolescence. Enfin, peut accompagner un souvenir de mon adolescence. Je les ai vus en concert. Voilà, donc, il y a quelque chose qui, pour moi, est très, très lié à l'adolescence et à une forme d'énervement, de colère, de révolte. Avec les textes, je sais pas, vous connaissez vous Noir Désir ? Vaguement, très vaguement. Voilà, donc des textes un petit peu énervés, qui sont pas neutres en tout cas, et voilà, qui m'ont accompagné pendant pas mal d'années. D'accord. Moi j'ai juste une dernière question. Pour vous, comment commence un bon roman? Parce qu'on a remarqué que vous dans quasiment tous, enfin moi personnellement j'ai remarqué que vous coupiez en plein milieu d'une conversation par exemple, vous commencez directement dans le vif du sujet entre guillemets. Alors, oui. Moi j'aime qu'on attaque direct parce que je me dis que c'est 10 fois plus intéressant d'être accroché, happé directement par une lecture. Je pense que là-dessus, alors quand je dis on, c'est vraiment les écrivains, les auteurs, on a tous été influencés par le cinéma et les séries aussi beaucoup, parce qu'on a vu arriver les séries et l'addiction que ça crée. Vous voyez ce que c'est l'addiction ? C'est quand on est en manque. C'est l'apostrophe. Voilà, et c'est quand c'est un peu comme une drogue, quoi. Quand on commence une série, ça se termine un épisode, il faut absolument regarder la suite. C'est fait exprès pour. Ça nous rend complètement accro. Je vois très bien de quoi tu parles. Ouais. Hein. Et c'est des formes narratives incroyables parce que les scénaristes, c'est des fous furieux. Je veux dire, ils font vraiment ce qu'il faut pour qu'on soit directement dedans, pour qu'on ait envie de continuer, pour qu'on lâche pas. Et je pense que du coup, nos narrations à nous, écrivains, alors c'est différent, on n'est pas sur l'image, on est sur le mot, sur l'écriture, mais forcément ça nous influence. Et moi, à chaque fois, j'attaque sur des scènes, en fait. Directement sur une scène où je pense que on pourrait presque imaginer justement quelque chose de cinématographique dessus. Elle est visuelle, quoi, la scène. Il y a du dialogue, il y a et pour annoncer direct la couleur. En gros, voilà ce qui se passe et tourner la deuxième page. En fait, pour un petit peu vous coincer en fait. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de lire la deuxième. D'accord. Moi personnellement, j'ai plus de questions. Moi non plus, on a fait à peu près le tour de ce qui se passait. En revanche, peut-être vous avez des questions. C'est pas obligatoirement des questions qui concernent les livres, parce que je sais que vous les avez pas forcément lus. Donc ça peut être... Léopold, c'est pas une question, mais il a une idée hier. En fait, en classe, on avait décomposé vos livres dans un tableau. Et en fait, on marquait à chaque fois, par exemple, qui est le narrateur, omniscient, interne, externe. Voilà, on fait ça pour plein d'étapes. Et en fait, on a remarqué qu'il y avait toujours des points communs. Et si on prend tous ces points communs, on peut dire quel est votre livre parfait. Et c'est lequel ? Une petite liste. J'ai besoin de savoir. Une petite liste. Ce serait un narrateur omniscient. Ça se passerait au présent, dans une salle de la maison, avec une histoire de famille. Ça serait du réalisme sombre. Il y aurait plein d'antithèses. Et la couverture du livre serait noire et rouge, avec une ou plusieurs filles. Il y aurait une playlist triste et des références à l'eau. Le personnage principal serait une fille. L'histoire commencerait au milieu de l'action. Et bien sûr, c'est vous qui l'auriez écrit. Merci. Ouais, mais je trouve que c'est très juste. Et il y a des choses en fait dont on ne se rend pas compte quand on commence à écrire. Et on s'en rend compte au fur et à mesure, à force d'écrire. Et aussi par les rencontres en fait. C'est-à-dire les lecteurs que je rencontre vont me poser des questions, vont repérer des choses dans mon écriture que je n'ai pas forcément vues. Il va y avoir aussi des articles, par exemple, quand il y a des articles sur mes bouquins où je vais me dire oh là là, mais en fait,
ça j'y avais pas pensé, ou ça je l'avais pas vu. Et petit à petit, il y a des choses qui se détachent, qui font se rassembler tous mes romans. Et ça, c'est très nouveau. Ça ne vient qu'au fur et à mesure, quand on en a écrit plusieurs. Quand on démarre, on ne sait pas forcément qu'il va y avoir ces thèmes récurrents. Ces choses-là, par exemple, je me rends compte que dans la plupart de mes bouquins, effectivement, il y a... oui, c'est sombre. Il y a souvent l'injustice sociale. C'est quelque chose qui revient régulièrement, quasiment dans tous mes bouquins. Ouais, tous en fait. Tous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, j'ai vu dans un article aussi le fait que il y a toujours un endroit, en fait, ça parle de famille. Alors ça peut être la famille qu'on se construit dans le désordre, c'est pas la famille, c'est des amis qui décident de vivre ensemble, c'est comme une autre forme de famille. L'ogre pull vert moutarde, rose griotte et à poil, c'est des enfants dans un foyer, avec des éduques, mais qui eux aussi recréent une forme de famille tous ensemble. L'été circulaire, c'est clairement une histoire de famille. Enfin, tout est... Voilà, Frangine aussi. Il y a beaucoup l'idée de la famille, mais pas forcément la famille nucléaire, comme on dit, c'est-à-dire classique, papa, maman, 3 enfants, mais plutôt comment on fabrique une famille, voilà, qui n'est pas forcément classique, mais mais où il y a du lien, de l'amour, où on se répare un peu, où on se construit. Voilà, par exemple, et ça, au début, quand j'ai commencé, je ne pensais pas qu'il y aurait cette évidence au fil de mes romans. Oui? Moi, j'ai commencé un petit peu la gueule du loup. Et en fait, comme vous l'avez dit, je suis addict, en fait. Yes. J'ai envie de suivre la liste. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui m'a rendu addict, c'est non seulement parce que ça commence dans la scène, mais aussi parce que dans le prologue, vous racontez quelque chose qui se passe, qui me rend, mais... quand ça se passe, où ça se passe, et comment ça a démarré, comment ça se finit. Et c'est ça qui me donne envie de continuer le livre, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez envie d'écrire ça dans le prologue. Ouais, c'est une petite feinte, j'avoue. Alors effectivement, le prologue de La Gueule du Loup, c'est une scène qui est assez inquiétante et qui va réapparaître. Tu vas la retrouver effectivement à un moment du texte, donc plutôt vers la fin, mais pas la toute fin, hein, mais à un endroit, et du coup tu vas comprendre effectivement comment elles se sont mises dans cette situation. Et j'ai fait aussi autre chose dans ce texte-là, c'est que j'ai aussi mis des petits textes en début de chapitre, où on entend la voix d'une jeune fille, et on sent qu'elle est dans une situation très très délicate. D'enfermement, peut-être de torture, on ne sait pas trop. Et ça crée aussi, je pense, l'envie de savoir et de comprendre. Bah oui, tout ça c'est des petites feintes. Alors des fois on le fait naturellement, parce qu'on est dans l'histoire, et puis des fois c'est aussi pensé, c'est aussi... Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus reconnu chez les anglo-saxons, où on apprend aussi à écrire. En France, on n'a pas du tout cette chose-là. C'est pas du tout dans la culture française. On a tendance à penser qu'une espèce de génie magique, c'est le talent, voilà, les idées elles viennent de façon magique. C'est pas vrai, hein, ça se travaille. Alors oui, un petit talent au départ, une aisance, mais il y a du boulot. Et sur la construction d'un roman, c'est différent, je pense, avec de la poésie. Mais sur un roman, il y a des courbes narratives, il y a une réflexion à porter sur comment on amène l'histoire, à quel moment tel personnage va arriver, comment on tient en haleine le lecteur, et ce qui n'empêche pas des vrais moments d'éclat sur l'écriture, des vrais moments de liberté et où on va vraiment travailler la chair du texte, le verbe, etc. Mais il y a aussi comment on la raconte cette histoire, et comment on fait qu'elle soit intéressante d'un bout à l'autre et qu'on ne s'ennuie pas, mais aussi parce qu'on est des lecteurs. Moi je suis une lectrice, si à un moment donné l'auteur il me perd, je vais le lâcher le bouquin. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut non seulement se mettre à la place de soi-même en écrivant le livre, mais aussi se mettre à la place des lecteurs pour être sûr que ça leur plaira. Ouais, mais en même temps, comme moi je suis moi-même une lectrice, il y a une espèce d'évidence aussi. Je suis pas à l'abri de me planter, mais je me dis aussi, est-ce que toi là tu risquerais pas de t'ennuyer, toi, si tu te lisais toi-même?